Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 13e épisode de la météo des marchés du vin en partenariat avec Business France dans le cadre du plan de relance. Au sommaire de notre rendez-vous, la traditionnelle situation des marchés internationaux avec la météo des marchés du vin. Puis, nous nous envolerons pour le Mexique, marché qui, vous le verrez, offre de belles opportunités. Avant de commencer, un tout petit rappel sur comment va se dérouler notre webinaire. Dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole, puis ce sera votre tour de poser vos questions. Pour cela, vous pouvez le faire par écrit grâce à l'outil dédié sur la console qui se situe à droite de votre écran. Ouvrez la console en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de poser les questions et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur un même sujet. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et pour vous entraîner, je vous invite à utiliser l'outil question pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, où vous vous situez, ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire et éventuellement nous dire si vous êtes déjà implanté sur le marché mexicain. Alors, utilisez la console pour ce faire via l'outil question, je le répète, à vos claviers. Alors, qui est là aujourd'hui? Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Alors, n'hésitez pas à préciser où vous travaillez, quelle est votre région viticole, n'hésitez pas. Ah, alors, nous avons Valère Verlinden, vous êtes directeur export de Provins Bordeaux. Bienvenue à vous, enchantée. Catherine nous précise qu'elle n'est pas encore sur le marché mexicain, mais très intéressée et qu'elle travaille pour les vignerons de Buzet. Samuel Razin, qui est étudiant en commerce du vin et spiritueux, et il est à Marseille. Bonjour Samuel. Thierry Bide, je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes en Bourgogne de la côte chalonneuse. Bienvenue à vous. Et vous n'êtes pas encore implanté sur le marché mexicain. Les champagnes Esterlin sont également là avec Alexis. Bonjour à vous. Valentin Vergeot, vous travaillez pour la SAS Brio de la Rivesaltes et vous êtes en alternance dans l'export. Et vous souhaiteriez créer une implantation durable sur le marché sud-américain, donc plus large donc, que le Mexique. Olga Krivko, vous travaillez pour le château Perron-la-Lande de Pomerol et vous êtes également très intéressé par le marché mexicain. Super. Bien, merci à vous tous d'avoir participé. Nous allons passer aux présentations de nos intervenants. Alors, nous allons retrouver Anna Achard, qui est une habituée des webinaires, qui travaille pour Business France. Bonjour Anna. Vous allez nous présenter la météo des marchés du vin. Ensuite, ce sera le tour de Pierre Lecoux. Vous travaillez aussi pour Business France. Vous êtes chargé d'affaires agrotech et référent vin et spiritueux. Et vous nous présenterez le marché mexicain depuis vos bureaux au Mexique. Ensuite, nous accueillerons deux importateurs, Alexandre Langlois, qui travaille pour Groupe Ocal, et Bertrand Co de Fleuriel. Sans plus attendre, je laisse la parole à Anna. Bonjour Anna. Bonjour Marion, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier météo des marchés pour cette année. Alors, je commence. Donc, alors que l'automne en fait démontrait un retour graduel vers la maîtrise, début la mi-novembre et l'arrivée de l'hiver, on a observé quand même une accélération marquée pour administrer une troisième dose aux personnes prioritaires déjà vaccinées, et d'autant plus que depuis la parution du nouveau variant Omicron d'il y a 10 jours. Alors, tous les pays ont plus ou moins apporté des ajustements dans la politique sanitaire en prévoyant une graduelle dominance de ce variant au cours des prochaines semaines et à l'aune des fêtes de fin d'année. Et nous verrons si ces ajustements auront une incidence notable sur la consommation de boissons alcoolisées à domicile et surtout hors domicile.
En tout cas, si vous voyez beaucoup de soleil sur cette carte, c'est parce que les exportations françaises sont quand même positives par rapport aux chiffres enregistrés pour 2020, où on observait des baisses un peu partout. Et selon les statistiques de 9 mois 2021, les exportations de vin et de spiritueux se revalorisent très bien pour atteindre en 9 mois quasiment les chiffres de 12 mois en 2020. Donc, c'est une bonne nouvelle globalement, malgré la situation sanitaire. Alors, vis-à-vis des flux internationaux, la plupart des pays ont serait les procédures sanitaires pour contrer ou au moins mieux tracer les potentiels cas importés d'ailleurs. La fréquence et la durée de validité des tests pour les voyageurs permettant l'entrée ou de sortie des territoires ont été raccourcis, souvent à 24 heures ou à 48 heures. Et par exemple, pour les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni, un confinement a été réinstauré jusqu'au retour du test PCR du deuxième jour après son arrivée. Donc voilà, les mesures se resserrent. En Australie, pour les citoyens australiens, les résidents permanents et les conjoints aussi, les frontières extérieures ont été réouvertes depuis le 1er novembre. Et en revanche, le gouvernement a reporté au 15 décembre la réouverture des frontières pour les étudiants et les travailleurs qualifiés étrangers détenteurs d'un visa. Au Japon, en parallèle de ne plus avoir de restrictions dans les bars et restaurants de Tokyo depuis le 25 octobre, depuis fin novembre, le pays a tout de même refermé ses frontières aux arrivants étrangers. À Taïwan, le principe reste toujours la fermeture des frontières, sauf cas exceptionnels. Et pour les personnes qui peuvent obtenir un visa de visite, l'entrée à Taïwan est tout de même soumise à une quarantaine stricte de 2 semaines dans des hôtels de quarantaine en plus, avec une restriction d'une personne par chambre. En Corée du Sud, on observe un durcissement des règles avec le retour à la quarantaine obligatoire pour les arrivants, même les personnes vaccinées, et la suspension de la délivrance de l'exemption de quarantaine. Alors, ceci est applicable depuis le 3 décembre et jusqu'au 16. Et enfin, les frontières vietnamiennes restent toujours fermées aux étrangers. Donc, la consommation de vin et d'autres boissons alcoolisées reste très concentrée sur les populations autochtones des pays, car les arrivées de l'extérieur, à savoir les touristes, sont bien réduites. Alors, si on regarde maintenant au niveau national, au sein des pays, du coup, en Suède, le gouvernement a décidé d'introduire depuis le 1er décembre et pour la première fois un pass vaccinal pour les événements intérieurs de plus de 100 personnes, même si les restaurants et les bars sont pour l'heure exemptés. Le Danemark, qui, pour rappel, était le premier pays à instaurer et puis désinstaurer le pass sanitaire, et là-bas, on a à nouveau réintroduit le pass sanitaire dans de nombreux lieux publics, y compris les restaurants et les bars, afin de garder le secteur en activité. Et à fortiori, en Irlande, depuis le 18 novembre, les bars et les restaurants ferment 1 heure plus tôt que d'habitude. Aux Pays-Bas, depuis la mi-novembre, on vit une forme de couvre-feu car les bars, restaurants et commerces non essentiels devront fermer leurs portes de 17 heures le soir jusqu'à 5 heures du matin. En Belgique, à partir de cette semaine, le CHR fermera à 20 heures le soir. Et en Allemagne, le couvre-feu est réinstauré pour les non-vaccinés. Et donc, depuis le 2 décembre, les autorités locales ont rendu le pass sanitaire pour les vaccinés ou guéris obligatoire partout, à l'exception des commerces essentiels. Enfin, en Autriche, un vrai confinement est en rigueur dans tout le pays jusqu'au 13 décembre. Et donc, du coup, les établissements d'hébergement, les restaurants, les institutions culturelles, ils sont tous totalement fermés pendant ce confinement. Et à la fin de ce confinement, la règle dite des 2G sera de rigueur, c'est-à-dire qu'on soit vacciné ou guéri. Et les non vaccinés, par contre, ne seront toujours pas autorisés dans les restaurants. Alors enfin, pour finir ça, plus loin, je vous cite l'exemple de la Thaïlande où alors que depuis le 1er novembre, le couvre-feu de 23 heures à 3 heures du matin est levé pour certaines provinces, les bars de nuit, les boîtes de nuit, les bars, les salons de karaoké même continuent d'être fermés.
Donc, c'est comme ça depuis longue date maintenant. Donc, on peut se poser la question de comment vont se passer les repas et fêtes de fin d'année. Eh bien, déjà, pour les États-Unis, les Américains ont fêté Thanksgiving fin novembre à la suite de quelques semaines de plateau dans les chiffres de désinfection et sans indication de la part du gouvernement quant aux jauges à respecter pendant ces fêtes. Selon CGA Nielsen, les Américains ont continué à sortir au restaurant pendant cette période de fête de fin novembre et le circuit CHR a enregistré des ventes plus élevées par rapport à la même période en 2019 qui était en fait l'année de référence puisque 2020 était un peu particulier. Alors, 10 jours plus tard et Omicron plus tard, certains pays réimposent des restrictions sur les rassemblements. Voilà, et ça évolue de jour en jour, malheureusement. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, la nouvelle règle oblige à ne pas recevoir plus de 4 personnes issues d'une même famille et il est fortement conseillé de faire un autotest au préalable. En Belgique, on vit le retour de la fameuse bulle de contact qui se limiterait désormais à 5 personnes. En Suisse, c'est un tout petit peu plus souple parce qu'on autorise jusqu'à 11 personnes pour les rencontres familiales ou entre amis, alors que jusqu'alors c'était 30 personnes. En Allemagne, les traditionnels feux d'artifice de la Saint-Sylvestre vont être interdits pour la deuxième année consécutive. En revanche, les rassemblements à New York sur Times Square auront bien lieu pour les vaccinés ou ceux présentant un test négatif. Pardon. Et enfin, concernant les marchés de Noël, en République tchèque, les marchés de Noël sont annulés à l'exception de la vente des arbres et des carpes. Et les marchés alimentaires réguliers, ce qu'on appelle les marchés fermiers, restent ouverts avec l'interdiction de manger et boire sur place depuis le 26 novembre. Et donc, du coup, la consommation d'alcool dans les lieux publics est également interdite. Le Royaume-Uni déclare la promesse de ne pas revivre un Noël comme 2020, qui était pour certains très solitaire et pour tous très restrictif dans les jauges et dans le droit de se déplacer entre les régions. En effet, dans ce pays, un an après le Brexit, un des sujets principaux reste toujours la logistique pour fournir les circuits de distribution en temps et en heure, à tel point que la Wine and Spirits Trade Association a écrit une lettre ouverte au gouvernement britannique exigeant des mesures urgentes afin d'éviter le chaos dans les chaînes d'approvisionnement en décembre et au-delà. Et en effet, la situation risque de s'aggraver en janvier puisque les procédures complémentaires dont peu d'opérateurs semblent encore au courant ou maîtriser, vont s'appliquer côté français pour fournir les chauffeurs avec des documents, enfin les bons documents d'accompagnement. Voilà, donc la logistique, malheureusement, ce n'est pas uniquement un souci lié au Brexit. On continue à observer au travers le monde des délais d'expédition à rallonge, malheureusement, souvent multipliés au moins par 2, voire bien plus. Et ça me fait une belle transition parce que ça fait partie des propos que nous évoquerons avec nos intervenants du Mexique aujourd'hui. Mais juste avant, je vais passer la parole à mon collègue Pierre Lecoux, qui est basé également au Mexique, et il va nous exposer quelques éléments clés de ce marché en ce qui concerne les vins et spiritueux. Merci beaucoup Anna pour ta présentation un petit peu du marché mondial sur la météo. Donc je me présente, Pierre Lecoux, chargé d'affaires à Agrotech du bureau Business France au Mexique et spécialisé sur toute la partie des vins spiritueux, bières et cidres. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'état du marché mexicain en cette fin d'année 2021 pour voir un petit peu où se trouve le Mexique à l'heure actuelle dans le monde du vin et des marchés spiritueux. Tout d'abord, vous allez voir que le Mexique, avant de parler des vins, pour faire un petit récapitulatif au niveau des alcools, ce qui se passe ici, c'est avant tout un pays grand consommateur et producteur de bière, puisque ça représente 93% du volume des ventes de boissons alcoolisées et 66% en termes de valeur.
Donc, c'est vraiment un très, très grand consommateur de bière et c'est le 4e producteur mondial avec 119 millions d'hectolitres en 2020 et le premier exportateur surtout de bière avec 4,48 milliards de litres en 2020, millions pardon de litres. Et donc voilà, ça c'est pour ce qui est des bières, mais c'est aussi un grand producteur de spiritueux, avec notamment, vous le savez, hein, je pense, la tequila et le mezcal, qui sont des boissons qui sont en train un petit peu de s'exporter aujourd'hui à l'international, puisqu'il y a une croissance de 14% sur l'année 2020 sur la consommation globale. Bon, leurs partenaires majoritaires aujourd'hui sont les États-Unis, qui exportent 80% des spiritueux, des mezcal et des tequila. Mais c'est un produit qui commence à se consommer de plus en plus dans les autres pays. Maintenant, pour venir à ce qui nous intéresse un petit peu nous, c'est-à-dire donc le marché des vins. Il faut savoir que le Mexique, hein, c'est un pays producteur aujourd'hui déjà, premièrement, qui ces dernières années a fait de gros efforts et est en train de se positionner comme un producteur de vin intéressant sur le marché mondial. Néanmoins, en termes de consommation annuelle, c'est un alcool qui reste loin derrière, hein, par rapport à ce que nous venons de mentionner. C'est un pays qui est encore très très jeune. On parle d'à peu près 1 litre de consommation par habitant et par an. Et ça ne représente que 1,24% des ventes de boissons alcoolisées en volume. Bien évidemment, quoi qu'il en soit, c'est un marché qui est en expansion. Hein, vous pouvez le voir donc sur notre graphique sur les 20 dernières années, un petit peu l'évolution du volume aujourd'hui des ventes de vin au Mexique, qui ne cesse de croître. Bon, mis à part sur bien évidemment cette période de Covid qui a un peu biaisé tous ces chiffres. Hein, il faut savoir que de manière générale, la consommation au Mexique elle a diminué en 2020 en raison de la situation sanitaire et la fermeture des lieux de consommation, restaurants, bars, comme tout le monde, ça a été un petit peu compliqué ici au Mexique. Et la baisse de consommation a surtout concerné les jeunes, oui, puisque en fermant tous ces lieux de consommation, bien évidemment, ça a été la génération la plus impactée. À l'inverse, par contre, il y a une augmentation de la consommation qui a été constatée chez les plus de 40 ans pendant cette période de confinement, avec justement l'évolution un petit peu et la naissance d'un e-commerce qui n'existait pas véritablement au Mexique et qui a commencé à se développer petit à petit. Sur la deuxième slide, maintenant on va parler un petit peu plus, si vous voulez, du profil des consommateurs mexicains, pour savoir qui aujourd'hui et consomme ces produits au Mexique. Ça avait l'image pendant plusieurs années d'un homme de 35 à 65 ans de la classe sociale aisée qui consommait en général ce produit, mais il y a une tendance qui est en train d'évoluer à l'heure actuelle. Avec les classes d'âge qui sont en train un petit peu de changer. Ça consomme de 18 maintenant jusqu'à 59 ans et on voit même que ce sont les jeunes qui sont devenus les principaux consommateurs de vin au Mexique. La consommation de vin au Mexique est soutenue par une classe moyenne et en particulier des jeunes actifs avec un pouvoir d'achat relativement conséquent. Et donc ça, c'est pour tout ce qui va être sur la tranche d'âge. Maintenant, vous voyez aussi au niveau des personnes qui consomment, la grande majorité, c'est très partagé aujourd'hui puisqu'on a une consommation au niveau des femmes qui est en train d'augmenter relativement. C'est un alcool qui est en train de devenir assez à la mode chez les femmes, avec qui sont en train quasiment, on pense, de dépasser aujourd'hui les hommes sur la consommation dans les années à venir. Et puis pour vous expliquer un petit peu sur quoi, en termes de volume et valeur, on est centré aujourd'hui au Mexique. 70% du volume de vin au Mexique est vendu sur le canal of trade, mais la tendance s'inverse en valeur, puisque c'est 70% de la valeur qui est vendue sur le canal on trade, donc c'est-à-dire HoReCa, hôtel, café, restaurant, et aujourd'hui donc sur la reprise post-Covid, puisque nous au Mexique on est un petit peu moins touché que dans d'autres pays, à l'heure actuelle, et je touche du bois. Pour l'instant, l'activité est en train de bien reprendre ici au Mexique.
Donc voilà un petit peu pour vous expliquer quels sont les gens qui consomment, où est consommé le vin aujourd'hui, pour rentrer un petit peu plus sur les particularités des produits qui sont consommés. Ben voilà, vous voyez que il y a une grande préférence pour les vins rouges, hein, qui sont à presque 70% de la consommation aujourd'hui. C'est le vin qui est le plus consommé au Mexique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui pour les vins blancs et les vins rosés qui sont en train d'augmenter et de prendre des parts de marché, surtout sur des marchés de niche un petit peu sur le territoire mexicain. Et bien évidemment, bon, les champagnes avec ben, voilà, la valeur, on va dire, des importations françaises est tirée vers le haut, surtout par les importations de champagne et de mousseux. C'est 66% à peu près hein, en exportation en termes de valeur, et nous sommes le premier fournisseur du Mexique à l'heure actuelle. Donc voilà pour ce qui est des profils des consommateurs mexicains. Maintenant pour la troisième et dernière slide, voilà pour que vous voyez qui consomme et quels sont les vins consommés au Mexique. Importation de vins, ben, ce sont les vins français qui arrivent en 4e position en termes de valeur. Les vins espagnols et italiens, eux, sont à la hausse ces dernières années. Il y a un gros effort hein, des importateurs, enfin surtout des producteurs, pardon, espagnols et italiens sur le marché mexicain qui sont en train de gagner pas mal de parts de marché. Mais voilà, pour que vous ayez un petit peu l'idée de ce qui se passe, vous voyez les graphiques hein, sur les importations en volume, les importations en valeur, les répartitions par catégorie. Qui vous donneront une idée des vins qui sont consommés et importés sur le marché mexicain. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'aspect du marché à l'heure actuelle. Je vais redonner la parole aux intervenants qui suivent après moi pour que vous puissiez justement poser vos questions et passer à la suite un petit peu sur les détails de ce marché mexicain. Merci beaucoup Pierre et puis merci Anna. Alors, nous allons passer à la phase d'échange avec Alexandre Langlois et Bertrand Caux. Bonjour messieurs, je vous invite à allumer votre caméra, votre micro. Merci d'avoir pris du temps pour échanger avec nous sur le marché mexicain. Alors, dans un premier temps, je vais simplement vous demander de présenter vos entreprises respectives et on va commencer par vous, Alexandre. Bonjour Marion, bonjour à tous. Alors, je me présente effectivement Alexandre Langlois, responsable de Groupe Ocal. Donc, on est une structure spécialisée en l'importation de vin. On est basé sur la ville de Mexico. Donc, on travaille finalement les 3 canaux de distribution pour le Mexique, c'est-à-dire on-trade, le retail. Et bien entendu, après, on anime un réseau de distributeurs répartis sur l'ensemble du pays. En termes de structure, on est une grosse vingtaine de personnes derrière. Et après, actuellement, notre catalogue, c'est principalement donc Espagne, France, Chili, Argentine, un peu des États-Unis, et bien entendu, sans oublier la distribution de vins mexicains. Merci beaucoup. Bertrand, c'est à vous. Bonjour, Bertrand Cotte. Moi, je suis ingénieur agronome et directeur commercial de Fleuriel. Donc, Fleuriel, c'est une entreprise qui importe du vin depuis 20 ans. On est spécialisé plutôt sur les vins français, mais aussi portugais, espagnols, chinois, sud-africains. Notre canal de distribution est plus basé sur l'ORECA, donc hôtel, restaurant, café. On est basé aussi à Mexico City et on distribue sur l'ensemble du territoire mexicain. Merci et bienvenue donc à tous les deux. Alors d'abord, une question un peu ouverte. Comment vous ressentez le marché mexicain aujourd'hui? Est-ce que c'est facile de s'y implanter? Est-ce que vous sentez une dynamique positive? On commence par vous, Bertrand. Très bien. Bon, ben, le Mexique est un pays en voie de développement. C'est ce qu'on appelle donc un pays tout le temps en croissance, démographie, consommation. Donc on part de loin puisqu'on est encore à 1 litre par habitant. Donc une croissance qui nous attend sur les prochaines années. On est aussi un pays très touristique. Donc on reçoit en moyenne 45 millions de touristes à l'année. On est un des rares pays qui n'ont jamais fermé leurs frontières durant la pandémie, ce qui nous a aidé aussi.
Ensuite, on a aussi un pays qui est très reconnu pour sa gastronomie, donc qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO depuis 2010, avec beaucoup de restaurants gastronomiques qui ouvrent sur les grandes villes du Mexique. Donc, il y a un fort potentiel et tous les nouveaux vins sont bienvenus au Mexique. Alexandre, ce fort potentiel, vous le ressentez vous aussi? Oui, complètement. Finalement, c'est vrai que pour reprendre quelques chiffres, c'est vrai que c'est un marché qui s'est multiplié par 2 en moins de 10 ans, avec une tendance qui continue d'être à la hausse. Donc, on parle plus ou moins, c'est quand même une croissance à 2 chiffres annuellement. Donc, c'est quand même c'est rare actuellement dans la météo mondiale du marché de retrouver cette tendance. Donc, effectivement, il y a un très fort potentiel de croissance. Je mettrai une petite parenthèse dans le sens où quand on parle du Mexique, je pense que c'est important de diviser le Mexique vraiment en 2 pays différents. Vraiment le marché qu'on pourrait considérer comme les plages, c'est-à-dire les zones touristiques. Donc là, il y a vraiment 3 hotspots reconnus, très forte croissance, Cabos, Puerto Vallarta et toute la Cancún, Ribera Maya. Donc là, on va avoir une offre complètement différenciée avec un positionnement et une possibilité pour les vins français très forte et des belles opportunités. Et d'autre part, le marché, on va dire, intérieur, donc la ville de Mexico et les principales villes économiques du pays. Et là, on va retrouver une concurrence un peu plus directe avec les vins espagnols, mais toujours avec une croissance liée à la gastronomie. Donc les vins français sont en poupe. Il y a aussi une généralisation, une démocratisation des dominations des AOC. C'est-à-dire que de moins en moins, on sent une concentration sur Bordeaux, Bourgogne et Champagne. C'est-à-dire qu'on commence à voir une offre un peu plus diversifiée sur l'Alsace, sur des vins du Jura, sur des vins un petit peu plus de niche, on va dire, en termes d'AOC. Donc, les gens sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de produits qu'avant. Donc, effectivement, il y a une belle tendance positive vers les vins français. En termes d'implantation, la clé, c'est d'avoir un importateur qui va être réellement à la mesure de l'offre que vous allez recevoir, grande distribution, en fonction du canal de distribution, de la région que l'on va avoir. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante à prendre en compte dans les freins. Finalement, on voit, nous, dans notre quotidien, d'une certaine manière, c'est tout simplement le financement des stocks, parce qu'on a un cycle de stockage de minimum de 4 mois. Donc, c'est vrai que commencer avec un nouvel importateur, ça implique du paiement comptant. Donc, financer 4 mois de vente, plus le mois de stock, etc., ça demande énormément de financement en termes de stock. C'est vraiment, je pense, un des principaux freins. Trouver un acteur à la mesure, un bon importateur, sérieux, et finalement, après, derrière, c'est pouvoir grandir en pensant sur le côté frein. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, le Mexique est un marché très noble. C'est un marché qui prend du temps pour une marque pour qu'elle se fasse connaître. Mais bon, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Alors, je vais poursuivre avec vous. Vous avez déjà exploré plein de sujets qu'on va aborder par la suite. Je voulais qu'on aille un peu plus en profondeur sur le profil des consommateurs mexicains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui ils sont, ce qu'ils consomment? On a vu tout à l'heure qu'ils avaient peut-être, avec les chiffres de Pierre, qu'ils avaient tendance à boire plutôt du vin rouge, plutôt des vins des bulles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus donc, sur ces goûts des consommateurs et leurs attentes? Oui, donc depuis la France, on peut voir le Mexique comme un potentiel énorme puisqu'il y a quand même 127 millions d'habitants au Mexique. Mais il faut rappeler que le salaire minimum au Mexique est de moins de 200 € par mois. Donc réellement, le vin se concentre sur 40% de la population, lorsqu'on parle de classe moyenne et de classe supérieure, plus le tourisme qui arrive donc à environ 45 millions de touristes qui viennent de majorité des États-Unis et du Canada, qui sont des forts consommateurs de vin. Donc consommateurs, on a toujours une petite majorité d'hommes par rapport aux femmes, donc je pense qu'on est aux alentours de 55% d'hommes, 45% de femmes. On pourrait diviser en trois colonnes les consommateurs, donc les 18-25 ans, qui sont les nouveaux consommateurs de vin.
Donc, eux, ils vont rechercher plutôt des vins en dessous de 10 €, des vins rouges en majorité, monocépage, des effervescents. Et le Mexicain a surtout un goût sucré. Donc, les premiers consommateurs vont chercher des vins un peu plus sucrés. Après, on a Même pour les profils avec une forte sucrosité des rouges, c'est préféré, hein, c'est ça? Sur les 18-25 ans, oui. Donc, c'est là où l'Italie se positionne très bien. Et quelques vins espagnols et américains aussi. Après, bon, on a les 25-40 ans, on va dire. Les Mexicains aiment beaucoup voyager, donc il y en a beaucoup, ceux qui ont le pouvoir d'achat pour voyager, il y en a beaucoup qui connaissent la France. Et quand ils vont en France, ils visitent les zones viticoles. Donc, le 25-40 ans, il cherche plutôt des vins modernes et il va plus chercher des appellations. Donc là, par contre, on pourra rentrer plus sur des rosés, des blancs, même si le rouge et les effervescents resteront majoritaires. Et là, on perdra un peu plus le goût sucré. Et après, au-dessus de 40 ans, on est sur un profil plus traditionnel. Donc, beaucoup de vins espagnols et on cherchera plus des vins d'appellation. Où c'est qu'ils consomment? Bon, là, avec la pandémie, maintenant, c'est la grande distribution qui prend les volumes, même si le CHR en valeur est toujours au-dessus. Donc, il y a 5 grandes villes au Mexique qui réunissent à peu près 80% de la consommation. Donc, ça sera la Mexico City et son agglomération, Monterrey, Guadalajara, Puebla et Tijuana. Et après, comme disait Alexandre, toute la partie zone touristique, donc avec les trois zones importantes. Donc, pour ma part, c'est ce que je voulais dire. Merci. Et sur la prescription, qui les conseille, qui oriente les choix des consommateurs? Est-ce qu'il y a des revues? Est-ce que ça passe par des applications? Est-ce que ça passe par des sommeliers? Oui, donc je pense que les réseaux sociaux sont très importants au Mexique. Donc, il y a beaucoup de blogueurs et d'influenceurs qui publient beaucoup sur les vins. Au niveau des applications, le Mexicain utilise beaucoup l'application Vivino, surtout quand il a un supermarché. Donc, on prend la photo et on regarde quelle note ont les vins et les commentaires des personnes qui ont déjà goûté ce vin. Ensuite, le Mexique est intéressant parce qu'il y a beaucoup de foires au vin. Donc, tous les week-ends, il y a des événements, surtout sur les grandes villes. Donc, pour nous, importateurs, c'est le moment de pouvoir communiquer directement avec le client final. Et notre rôle d'importateur aussi, c'est de former nos clients et restaurants et sommeliers, serveurs sur des régions en particulier de la France et sur les producteurs qu'on représente. Et le dernier point, le Mexique, il y a énormément d'écoles de sommeliers. Donc, c'est très courant dans tous les restaurants de trouver un sommelier ou une personne qui s'y connaît en vin. Donc, le sommelier, il a le rôle, bien sûr, du service et du conseil auprès du client final. D'accord, merci. Alors, à nos auditeurs, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions par écrit. On va petit à petit arriver au temps de vos questions, donc prenez un petit peu d'avance sur nous. Il y en a déjà qui posent des questions, je les garde pour tout à l'heure. Je voulais aussi approfondir la question de la grande distribution. Alexandre, quelle est la place des vins en GD? Quelle est la structuration et l'historique de la GD au Mexique? Oui, donc comme l'a bien précisé Pierre, il y a vraiment une sorte de pyramide inversée entre le valeur et volume sur la partie de la grande distribution, la partie retail. Donc le volume va se faire sur le off-trade forcément, mais et de l'autre côté, le côté valeur sur le canal Horeca. Donc en rentrant un petit peu sur la grande distribution, la structure du Mexique, donc finalement on va retrouver donc les chaînes de magasins type autoservice. Donc là on va pouvoir écouler un petit peu de volume, mais par contre là on va avoir une offre relativement, donc c'est un marché qui est quand même bien pris sur les vins du Nouveau Monde, on va dire, et des fois aussi des vins espagnols qui sont quand même sur cette branche assez fort, c'est-à-dire qu'ils sont de faire des vins qui partent à 1,5 € maximum 4 € en ex-works. Donc là c'est vraiment le marché où on va pouvoir faire du volume, et c'est vrai que sur des vins quand même très accessibles, non?
On va avoir ensuite une deuxième structure un peu plus intéressante, là si dans le cadre des vins français, donc magasins spécialisés, mais des magasins institutionnels. Donc on va retrouver des magasins type City Market, qui a un très gros succès ici au Mexique, Palacio Hierro, Liverpool, la Europea, la Castellana. Donc ces acteurs, généralement, ils passent par des importateurs en termes d'approvisionnement. Cependant, effectivement, ils ont toujours une partie achat propre qui est liée. Donc, souvent, vous allez retrouver dans des salons via des brokers, etc. Donc là, il y a quand même aussi une opportunité pour ces magasins de passer par des tiers avec une vente directe. Ensuite, si on parle de réseau de cavistes indépendants, on pourrait dire que le marché balbutie, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement très peu de cavistes indépendants où le réseau est très faible en termes d'importance. C'est pas du tout développé. La tendance va commencer à grandir, mais on verra dans quelques années comment ça se passe. Et ensuite, on a aussi une autre partie qui est assez propre à la grande distribution au Mexique, qui sont les clubs d'achat. Donc là, c'est principalement Costco et Sam's Club et H-E-B. C'est les trois acteurs assez intéressants. Donc là, on va dire que c'est un mix entre l'autoservice et magasins spécialisés. On va pouvoir avoir un mix assez ample. Donc pour donner un petit peu en termes d'importance, le retailer en volume le plus important du Mexique reste le groupe Walmart avec ses différentes sous-marques, et le principal retailer en valeur reste Costco, donc qui est un club d'achat. Donc en grande ligne, c'est à peu près le marché de la grande distribution. Alors, bien s'implanter sur un marché, c'est aussi bien connaître ses concurrents. Je voulais qu'on détaille un petit peu quelles étaient les origines concurrentes des vins français. On l'a vaguement abordé. Quelles sont donc ces origines et quels sont leurs avantages concurrentiels? Alexandre, peut-être? Oui. Alors, notre concurrence directe, réellement, ça va être clairement, c'est l'Espagne, l'Italie et les vins américains. Donc, c'est des vins qui sont quand même plutôt portés sur la partie, on va dire, qualitative. Et cette concurrence, on va la retrouver surtout sur le marché Mexique intérieur, donc les principales villes mexicaines. Alors que je pense qu'on a une très belle opportunité pour les vins français, c'est toute la partie zone côtière. Pour être un peu plus spécifique, la partie des vins de la Loire, vins d'Alsace, Champagne, effectivement, la partie touristique est très, très importante. Donc, on va avoir une part très forte sur les vins blancs et rosés. Côte de Provence, sans oublier, bien entendu. Donc là, on va voir, effectivement, on peut passer quand même des gros volumes et on peut travailler uniquement et exclusivement avec un importateur local sans passer par l'importateur de la ville de Mexico. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a des concurrents qu'on pourrait considérer plutôt indirects, Chili, Argentine, qui vont être plutôt basés sur des vins un peu plus de volume. Là, je pense qu'on n'est pas forcément sur une concurrence, mais réellement un peu plus indirecte. Donc réellement, la stratégie d'implantation va dépendre énormément donc, de l'offre de l'importateur. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence. Là, sa zone d'implantation, à l'heure actuelle, il n'y a aucun importateur qui est dominant sur tout le marché national. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on va tous avoir une spécialité, une zone de prédilection, mais il n'y a aucun importateur qui va dominer le marché au niveau national. Donc, l'Espagne, il y a forcément, si on rentre un peu en détail, il y a un historique culturel. En plus, en termes de goût, en termes de palais, c'est vrai que les vins espagnols, il y a du soleil dans la bouteille, comme on dit, et c'est des vins qui aiment que le Mexicain aime bien. À ce niveau-là. Et l'Italie-France, on va jouer sur la carte terroir. Donc là, moi, je pense, en termes opinion personnelle, les opportunités pour le vin français vont clairement être sur des vins de terroir, vins de vignerons, vins d'appellation. Et c'est là où je pense que de plus en plus, avec le temps, on est en train de renforcer notre présence grâce à des vins spécialisés, réellement.
Merci beaucoup. Une avant-dernière question. Il y a plein de questions des auditeurs, donc c'est génial. Continuez à poser. Elles sont super intéressantes. Je pense qu'on va se régaler. Je voulais juste qu'on aborde la question des coûts logistiques. Aujourd'hui, avec la pandémie, est-ce que les coûts ont explosé? Est-ce que la durée de livraison a explosé? Comment vous vous organisez tous les deux pour avoir les vins en temps et en heure? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les coûts logistiques au Mexique? Qui se lance? Bertrand, peut-être. D'accord, oui, bon, avec la pandémie, donc les coûts ont vraiment augmenté. Donc notre port de sortie en France, nous, c'est Le Havre. Donc en fait, avant, on mettait à peu près 2 mois et demi de transit depuis le producteur jusqu'à notre bodega au Mexique. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 4 à 5 mois, non? Pour les disponibilités de sortie à Le Havre pour le port de Veracruz au Mexique. Et les coûts, oui, ben, les coûts ont augmenté, ils ont été multipliés de plus de 2. Et bon, la seule chose qu'aujourd'hui qui se maintient, c'est le taux de change. Il faut savoir qu'un euro, ça vaut environ entre 24 et 24,5 pesos. Donc ça, sur les 2 dernières années, on est sur un taux à peu près égal. Je pense qu'Alexandre a plus d'expérience sur la partie logistique. Oui, vous expliquiez que vous aviez changé de port en préparant ce webinaire. Alors après, c'est vrai que nous, comme on a un peu cette opportunité, on a un flux assez constant entre l'Espagne et la France, la conséquence, c'est que finalement, on tape à la porte de chaque port pour savoir un peu où est-ce qu'on peut y avoir des sorties de conteneurs, parce que le souci, hormis le côté coût, c'est surtout la disponibilité, la place dans les bateaux qui était quand même assez limitée, d'où le temps d'attente dans les ports qui était beaucoup plus lent, etc. Donc là, pour le coup, l'Espagne, nous, dans notre cas, personnellement, la sortie vers l'Espagne était beaucoup plus facile. Mais on en revient sur la question en termes d'implantation, trouver un bon importateur qui va avoir une très bonne logistique d'importation. Finalement, c'est pas vraiment un frein. En fait, c'est nous qui prenons la charge, l'importateur. Les temps d'importation, on doit juste stocker plus d'inventaire. Donc, on a encore plus d'argent qui dort d'une certaine manière. Les coûts ont augmenté, forcément. Alors après, tout dépend. Si on fait que de la grande distribution sur des vins vraiment pas très chers, ça peut vraiment marquer la trajectoire générale. Dans notre cas, finalement, on est quand même sur un marché quand même assez qualitatif. Donc, c'est vrai qu'un conteneur qu'on se fait dire avant, ça coûtait à peu près $1000. Maintenant, il est plus sur les coûts des 3 000 à 4 000 $. Mais bon, réparti sur 10 000 bouteilles, ça reste quand même assez correct. Finalement, c'est quand même assez ironique. C'est-à-dire que même si le vin, un des concurrents donc importants, ça reste le vin mexicain, le vin importé reste toujours beaucoup plus compétitif que le vin national en termes prix-qualité, etc. Donc la part du transport est quand même assez minime. Finalement, on parle pour faire venir une bouteille. Bon, il y a avant la pandémie, on parlait à peu près d'une trentaine de pesos, 1,50 € par bouteille. Ça a monté à 45 pesos, 1,08 €, 2 € à peu près par bouteille. Donc, ça reste quand même assez marginal, on va dire, le coût du transport à ce niveau-là. C'est pas du tout je le vois pas du tout comme un frein. C'est plus une complication du process, mais finalement, c'est à la charge de l'importateur. Donc, dans notre cas et dans le cas, pour revenir un petit peu sur le marché, nous, ça nous a, moi, opinion personnelle, hein, je trouve ça, donc c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire que ça nous a permis aussi de retirer beaucoup de petits importateurs informels qui faisaient des importations ponctuelles, plus ou moins mal faites, mais en soudoyant et avec 2-3 techniques qui arrivaient à faire passer les conteneurs. Chose que maintenant est devenue beaucoup plus compliquée, voire impossible. Donc à partir de là, donc les importateurs un peu plus structurés, ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces sur le marché, tout simplement. Donc ceux qui travaillent bien, sortent leur épingle du jeu. Donc au niveau des coûts, oui, ça a augmenté, ça reste encore très correct. Et puis on est tous logés à la même enseigne. Donc à ce niveau-là, c'est pas vraiment un frein et faut juste travailler un petit peu plus. Juste un petit rappel sur les taxes à l'importation. Il y en a pas?
Alors, donc, il n'y a pas de frais de douane, vu qu'il y a un accord de libre-échange Union européenne-Mexique. Seulement, on va avoir une charge d'impôt qui est très importante, vu qu'en fait, donc c'est valeur ex-works plus la valeur du transport, donc ça va nous donner l'assiette. Sur cette assiette, on rajoute le IEPS, donc qui est l'alcool sur les impôts, 26,5 ou 30%. Et là-dessus, on rajoute un impôt sur de l'impôt qui est la TVA. Donc en tout, sur une bouteille de vin d'un consommateur qui achète au Mexique, on a à peu près 50% de vin, c'est de l'impôt. D'où un peu ce frein de pouvoir monter des fois un peu en qualité, c'est-à-dire qu'on est rapidement sur des vins à 25, 30 euros. Donc quand on le remet sur le pouvoir d'achat du Mexique, bah, ça reste un produit de consommation de luxe. Allez, dernière question qui a été abordée par Pierre tout à l'heure, le e-commerce. Bertrand, je crois, il s'est développé durant la pandémie. Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que vous pensez que le e-commerce va croître au Mexique? Comment vous voyez les choses? Bon, l'e-commerce, c'est le futur, de toute façon. Aujourd'hui, au Mexique, ça représente, je crois, environ 2% des ventes. Bien sûr, la pandémie, ça a permis d'accélérer un peu, d'augmenter les ventes dans ce secteur. Donc, les premiers à s'adapter, ça a été les supermarchés, donc, qui ont amélioré leur page web en ligne. Ensuite, tous les cavistes, les chaînes de cavistes, pareil, qui vendent beaucoup plus en ligne. Et dans le terme de boutiques vraiment spécialisées qui vendent qu'en ligne, il y en a beaucoup de plus en plus au Mexique. Mais comme je disais, ça ne représente que 2%. Nous, importateurs, on s'y intéresse. Mais je regarde un peu les ventes et c'est surtout des vins qui sont déjà positionnés depuis longtemps sur le marché et que le consommateur connaît. Merci beaucoup. Alors, on va passer tout de suite aux questions. Il y a une première thématique, c'est autour de votre travail d'importateur. Alors, on me demande si vous serez à Wine Paris malgré la Covid qui repart. Et est-ce que vous savez si vos collègues seront présents en France en février? Bertrand? Donc, moi, je serai présent à Wine Paris en février. Donc, toujours les salons que je fais, normalement, c'est Millésime Bio, Wine Paris, des fois le salon d'Angers et un salon de rosé en Provence. Mais pour 2022, pour l'instant, j'ai que Wine Paris de prévu. D'accord. Donc, voilà, vous pourrez croiser Bertrand dans les allées de Wine Paris. Et vous, Alexandre, est-ce que vous serez présent? Oui. Est-ce que vous savez si vos collègues seront présents? Pour ma part, je serai au Mexique et je n'ai aucun salon de prévu personnellement. Alors ensuite, est-ce que vous pourriez donner quelques conseils pour savoir comment un vigneron français peut approcher un importateur mexicain et détecter finalement qu'est-ce qu'un bon importateur mexicain? Quelles sont les clés? Quels conseils vous pourriez donner à un vigneron? Alexandre. Alors effectivement, on revient un peu sur la base tout dépend de la région. Alors, premièrement, de savoir où est-ce qu'il est implanté. Par exemple, si quelqu'un veut faire de la marque de la grande distribution et que cette personne n'est pas la ville de Mexico, il peut passer chemin réellement. Voir déjà la structure actuelle, où est-ce qu'il est implanté, les marques qu'il a, ça va déjà quand même donner un bel horizon de portefeuille de marque de l'importateur, réellement de son poids sur le marché. Le temps, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de néo-importateurs qui disparaissent aussi rapidement, d'où un peu cette mauvaise notation COFAS et au niveau des assurances. Donc, prendre en compte ce côté impayé qu'il faut quand même assez être délicat. Et la structure, vraiment la structure de l'importateur, réellement le portefeuille de marque, la structure, où est-ce qu'il est positionné. Et je répète, finalement, il n'y a aucun importateur qui va être fort sur tout le Mexique. Donc, on va avoir tous plus ou moins des petites spécialités. Donc, un peu trouver chaussure à son pied. Et vous, Bertrand, quels petits tips vous pourriez donner? Bon, tips, au Mexique, c'est très compliqué de recevoir des échantillons. Donc, c'est pour ça que moi, je vais régulièrement en France pour goûter. C'est vrai, il y a on me contacte tous les jours pour me présenter des nouveaux vins français. Il y en a même qui nous envoient des échantillons sans nous avertir. Donc, c'est des vins qu'on ne pourra pas récupérer à la douane. Donc, je pense qu'avec le Mexique, il faut avoir de la patience.
Mhm. et regarder ce que l'importateur cherche et pas plus de Donc, conseils que prendre ce plutôt qu'a dit contact Alexandre. par mail, poser des questions, s'intéresser à ses recherches, c'est comme ça? Demander des Exactement, rendez-vous visio pour échanger, exactement. c'est un peu Effectivement, ça? je rajouterais un point, c'est quand même un marché très fortement qui se développe sur site. Vraiment présence, aller au Mexique, prendre un billet d'avion et faire un voyage organisé avec des rendez-vous spécifiques avec des importateurs. Donc, pour avoir une belle base de données, finalement, il y a quand même un très bon travail qui se fait par la Chambre de commerce. Donc, qui peut vous aider à avoir en tout cas la base de données des importateurs et commencer à faire des rendez-vous. Je pense, en tout cas dans notre cas, finalement, même si c'est pas toujours des collaborations qui se terminent, à partir du moment où la personne voyage, bah, c'est toujours intéressant, en tout cas, de rencontrer l'export manager, le propriétaire, etc. Donc, voir sur site, et c'est vraiment, je pense, un point très, très important. Ouais. Et aussi ne pas enfin, ne pas hésiter à contacter les services de Business France qui sont là pour ça, je le rappelle. Une autre demande de conseil concerne la GD. Quelle est la meilleure stratégie adoptée pour un référencement national au sein d'une GMS mexicaine? Alors, bah, évidemment, il va y avoir deux manières d'aborder la grande distribution. Soit on passe par un broker, donc là-dessus, on va dernièrement, naturellement, on va rentrer dans le portefeuille d'un Walmart, d'un Costco, etc. Donc, à partir de là, il va y avoir un facteur prix essentiel, savoir un petit peu les tendances et être présent sur des opportunités. C'est d'ailleurs que des fois, ils vont lever la main, ils vont dire on veut plus de Chablis et bon, bah, si on était au bon endroit au bon moment, ça peut fonctionner. Et l'autre stratégie, c'est vraiment mettre en place un partenariat avec un importateur, avec une proposition donc tout dépend un petit peu de l'offre qu'il va y avoir, mais il faut être quand même assez, je pense, innovant. De plus en plus, l'espace réservé aux vins français est en train d'augmenter dans la grande distribution, donc il n'y a aucun doute qu'il y a une bonne possibilité à ce niveau-là. Mais c'est vraiment avec un partenariat avec l'importateur parce que finalement, c'est nous qui sommes en contact avec les acheteurs de manière au quotidien. Alors, il y a des questions sur les vins bio. On n'en a pas trop parlé, mais est-ce qu'ils sont demandés au Mexique? Quelle est la connaissance, l'attente des consommateurs mexicains pour ces vins respectueux de l'environnement? Bertrand, vous qui travaillez dans le secteur Horeca, j'imagine que c'est peut-être là qu'on détecte le plus la tendance. Oui, d'ailleurs, nous, sur notre importation de vin, donc on est à peu près à 40% bio et 60% traditionnel. Donc, je pense que la consommation de vin bio, biodynamie ou vin naturel elle se concentre plus sur la ville de Mexico City, donc avec certains quartiers à la mode. Donc là, on est sur le consommateur 25-40 ans qui cherche de la nouveauté. Non, donc, on importe de plus en plus de vin orange, de vin naturel et de vin en biodynamie. Et le consommateur est prêt à payer quasiment le double pour ces vins. Oui. Donc, c'est des vins qu'on va retrouver surtout sur des bars à vin qu'il y a à Mexico et qui se spécialisent sur ce style de vin. Et le label HVE, ça parle aux Mexicains? Pas forcément. Nous, on le met comme importateur, on le met en valeur. On dit que c'est ce qui est en dessous du vin bio. Non, donc, il y a beaucoup de logos en France. On a aussi le logo vegan, des fois, qui est demandé par certaines boutiques ou restaurants, qui peut aussi nous servir. Non, peut-être la HVE est peut-être plus connue au niveau GMS, Alexandre, ou parce qu'en Non, France, pas beaucoup. Réellement, à ce niveau-là. Donc, complètement d'accord avec Bertrand, c'est que les vins bio, biodynamiques et vins nature, donc essentiellement vont être sur la partie Horeca, hein, et la partie grande distribution, il n'y a pas une très grosse sensibilité à ce niveau-là. Donc oui, Horeca, et par contre, c'est vrai qu'il faut quand même assez signaler, c'est que toute la partie vin nature est en train d'exploser ici, justement liée à la gastronomie. Donc les chefs, ils implantent ça, ou ils imposent ça plutôt, on va dire, dans leur carte de vin. Donc il y a une très grosse tendance à ce niveau-là, sans aucun doute.
Autre question sur les vins de Bordeaux. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a un potentiel pour l'origine bordelaise au Mexique? Alexandre, peut-être. Bertrand. Alors, les vins de Bordeaux, finalement, le Mexique, de manière générale, reste un marché de marque. Donc, forcément, Bordeaux, je pense, c'est assez notoire, comme la Champagne. Hein. On va aller chercher des noms, des fois, avant les terroirs. Donc, moi, le marché que nous, on voit à peu près sur Bordeaux, dans notre cas, c'est qu'on voit toujours les mêmes marques, d'une certaine manière. Le Bordeaux de moyenne gamme, pas très connu, plus difficile à implanter, effectivement. Les petites, moyennes maisons de Bordeaux, mais tout ce qui est de la partie Bordeaux, haut de gamme, premier grand cru, c'est un très gros marché, oui. Il y a beaucoup de cadeaux de fin d'année qui vont être liés à ça. C'est des marques, c'est des vins de prestige, sans aucun doute. Donc, Bordeaux, oui, il y a un très gros potentiel parce que ça reste Bordeaux, parce que c'est avec la Champagne, je pense, les deux régions les plus présentes dans la tête des consommateurs. Donc, oui, il y a un très gros potentiel pour Bordeaux qui est amené, je pense, à grandir. Oui, je voudrais rajouter que bon, les gros négociants bordelais ont des employés sur place au Mexique. Donc justement, c'est leurs vins qui sont présents dans les supermarchés sur Bordeaux. Et pour nous, importateurs aussi, des fois, c'est plus facile de travailler avec des grands négociants puisqu'on sait que sur place, on a quelqu'un qui pourra nous aider à développer les marques. D'accord. Et alors, ensuite, pour Bordeaux, quel choix d'étiquette? Est-ce que vous préconisez de garder une étiquette statutaire avec le château ou est-ce que vous pensez qu'on peut passer sur des codes un peu plus modernes, un peu plus décomplexés comme certains producteurs font à l'heure actuelle pour casser un peu le code institutionnel associé à l'image de Bordeaux? Quel serait votre préco, Bertrand? Bon, le Bordeaux, ça reste quand même des vins très traditionnels, donc je pense que le château, c'est un plus marketing pour nous. De plus en plus, les Bordelais rajoutent quand même le nom du cépage derrière ou en bas de l'étiquette, donc ça c'est un plus. Moi, pour Bordeaux, je reste plus sur l'image un peu plus traditionnelle et avec le château présent sur l'étiquette. Et je préfère avoir des étiquettes un peu plus tendance sur des vins un peu moins chers d'autres appellations. Exactement. Je suis sur la même ligne que Bertrand, Bordeaux. On veut du classique, on va aller chercher du classique. S'il y a un peu de poussière sur l'étiquette, ce sera encore mieux. Et alors que effectivement, étiquette un peu plus moderne avec le cépage, des régions comme le Pays d'Oc qui le font déjà très bien. Et là, pour le coup, on va avoir un autre marché, mais Bordeaux, classique. Merci à tous les deux. Une dernière question sur les vins effervescents. On l'a vu que le champagne était très apprécié des Mexicains, mais quelle est la place pour les créments et en particulier les créments de Bordeaux? Alexandre? Oui, alors le marché de la bulle, si on devait faire une sous-catégorie, c'est la catégorie la plus dynamique, sans aucun doute. Le champagne restera le champagne parce on veut de la marque. Donc même si on peut avoir le meilleur crément, on veut du champagne. Mais de manière générale, le marché du crément est en train de grandir, surtout la partie Horeca, très clairement. Hein. Pas beaucoup sur la partie off, mais énormément sur la partie on-trade. Et pour un Mexicain, le crément de Bordeaux, c'est pareil que Bourgogne ou de l'Alsace. La réalité, ça va être une bulle de qualité à un coût moindre. Donc, à partir de là, on va plus juger la bouteille. D'accord. Bertrand, vous partagez cet avis? Oui, bon, nous, on a commencé cette année justement à importer des créments de Bordeaux. Donc, on avait déjà des créments d'Alsace et de Loire. Donc, pareil, 100% Canal Horeca. On n'est pas sur des grands volumes. On est sur des petits restaurants qui cherchent de la bulle et des choses différentes. Et là, bon, on est sur les mois de forte vente, donc novembre, décembre et janvier.
Merci. Une autre question, parce qu'elle est arrivée un petit peu après et elle est quand même super importante. Je pense que vous aurez quelque chose à dire sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de mieux promouvoir l'origine France sur le marché mexicain? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour construire l'image France auprès des prescripteurs, des restaurateurs, des acheteurs de la GMS? Alexandre? Oui, sans aucun doute, hein, finalement, quand on reprend le thème de nos concurrents, il faut quand même avouer que l'Espagne, de manière générale, avec tous ces différents organismes, Ribera del Duero, Rioja, Catalogne, etc., sont quand même très présents, très actifs avec tous les prescripteurs, finalement. Alors qu'en France, on reste quand même assez très timide en termes de communication, de manière générale. Après, c'est vrai qu'on pourra peut-être rentrer par secteur, Languedoc, etc., mais je pense que ça manque un peu de coordination et la concurrence, effectivement, est un peu plus efficace dans la communication de ces vins. Donc, je pense que une marque France, une marque terroir, et faire un travail avec les prescripteurs importants, que d'ailleurs la Chambre du commerce connaît très bien, très facilement, très facile d'accès, faire la Semaine France, etc., ça pourrait définitivement aider drastiquement à propulser un peu plus nos vins, les vins français. Bertrand, quelque chose à ajouter? Oui, donc l'Espagne le fait très bien en mettant des ambassadeurs de chaque des appellations plus connues en Espagne directement au Mexique. Et bon, moi je me rappelle que quand je suis arrivé au Mexique, il y avait Sopexa et l'Alsace qui avaient ses bureaux ici à Mexico City et qui à l'époque nous aidaient beaucoup à promouvoir l'appellation Alsace. Donc oui, j'invite la France à participer plus sur des événements via des appellations ou des producteurs et voir plus de visites des Français sur le territoire mexicain. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, rien qu'une région comme Ribera del Duero va avoir un bureau sur place avec 3 personnes, minimum 2 agences de communication toute l'année en travail constant. Donc déjà, et on parle juste d'une seule région, voilà. Donc c'est vrai que ça donne un poids. Ils sont présents dans tous les principaux événements du vin, où ils organisent tout simplement des événements relativement bien faits. Et donc, il faut passer du temps, on revient à la même chose, hein, investir un peu de temps et effectivement un peu plus d'énergie si on veut montrer un peu plus la carte France. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes les informations que vous nous avez partagées. Merci aussi à vous tous pour vos questions et merci à Pierre et Anna pour toutes les données économiques que vous avez partagées avec nous. J'espère que ces informations pourront nourrir votre réflexion et vos projets commerciaux. Alors, avant de vous quitter, j'ai une petite question pour vous car nous nous posons plein de questions concernant le programme de webinaire de l'année prochaine. Alors, on a décidé d'écouter vos envies et on vous propose un petit sondage. Alors, quelles sont les thématiques qui vous intéresseraient pour l'an prochain? Est-ce que vous préférez des analyses de statistiques import-export des vins français, des problématiques transverses comme les monopoles, le duty-free, l'e-commerce, un focus sur un pays en particulier ou un focus plutôt sur une zone géographique en particulier? Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Je vois que vous êtes la moitié à avoir voté. Je vous laisse encore un petit peu à vos souris. Participez, s'il vous plaît. Ça va nous aider pour la suite. Bien, je vous laisse continuer et j'enchaîne. Donc, le webinaire que vous avez vu aujourd'hui sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le visionner à nouveau et le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et vous recevrez dès demain un lien pour le visionner également dans votre boîte mail. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger la présentation via la console. En quittant ce webinaire, un petit questionnaire va vous être proposé, s'il vous plaît. Prenez quelques minutes pour y répondre. Il est très utile pour nous. Alors, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau cycle de webinaires.
la programmation sera allégée, car avec la vie normale qui reprend, le distanciel s'impose à un tempo moins effréné que celui que l'on a connu durant le confinement, et c'est tant mieux. Donc notre prochain rendez-vous aura lieu pour fêter Wine Paris en février, on vous tient au courant. En attendant, toute l'équipe de Team France Export, Vitisphère et Lavine vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très vite, prenez soin de vous. Gracias, hasta luego, buen día. Merci. Au revoir à tous.